Cosa Vostra. Il y a aussi le besoin pour un certain nombre de femmes d'être plus présentes dans la sphère médiatique, parce qu'elles portent des sujets qui ne sont pas des sujets des droits des femmes, qui sont des sujets de leur propre expertise. Là, il n'y a pas du tout de sujets militants, mais juste elles sont pas visibles, on les entend pas du tout. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est d'être beaucoup plus présentes dans les médias, on leur propose de prendre la parole, on les accompagne, etc. Et donc ça, c'est un autre sujet qui est très important, c'est qu'on voit beaucoup plus de femmes. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cynthia Illouz, fondatrice de The Women's Voices, pour parler de ce média. Donc déjà, bienvenue Cynthia. Merci de m'accueillir. Je t'en prie, c'était une bonne occasion, notamment cette semaine, puisque ce vendredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc évidemment, le média que tu as créé, The Women's Voices, c'est un média plutôt féministe qui met en avant les voix des femmes. Donc c'était la double bonne occasion de t'avoir derrière ce micro. Donc merci d'avoir accepté l'invitation et puis de découvrir un petit peu ce que tu fais. Donc toi, tu as un parcours de journaliste. En quelques mots, tu es passé par LCI, donc TF1, du iTélé. Tu avais d'abord créé un premier média, Charity. Tu as un doctorat en sciences de gestion. Donc tu connais bien les deux mondes, l'entrepreneuriat et les médias. Donc voilà, forcément, tu finis par créer des médias. C'est le truc qui arrive. Est-ce que tu peux nous pitcher quand même, nous expliquer la genèse et d'où ça vient The Women's Voices ? Alors, j'ai commencé à, en effet, lancer un premier média qui s'appelle Charity. Donc, en effet, j'avais fait de l'actu d'Infogéné à LCI pendant 4 ans, TF1, donc du Hard News. Donc, j'ai vraiment été formée à cette école-là. Et ensuite, j'ai eu cette envie de créer un média qui mette en avant la solidarité. Donc, j'ai créé Charity il y a 14 ans. C'est un média print, trimestriel, qu'on a sorti pendant 6 ans en print. Et on avait une forte appétence, évidemment, pour des sujets d'engagement, donc mécénat social, environnemental, culturel. Autant vous dire que il y a 14 ans, c'était pas du tout évident pour les entreprises de parler de ces sujets parce qu'ils en faisaient pas beaucoup, ou alors ils faisaient du mécénat. Ça les intéressait pas. Non, ils en faisaient quasiment pas, et c'était encore vraiment la danseuse du président. Donc j'avais des marques qui me répondaient, mais enfin c'est d'un vulgaire, jamais on parlera si jamais on fait un don, etc. Nous on parle que de nos produits. Donc j'étais pas du tout dans le bon timing. Ouais, c'est ça, trop tôt. Exactement, beaucoup trop tôt à ce moment-là. J'ai repris des études. Vous l'avez mentionné, donc doctorat en sciences de gestion que j'ai fait sur la question du mécénat, puisque je voyais, j'ai rien inventé, mais je regardais ce qui se passait aux États-Unis, je voyais que c'était quand même des sujets qui étaient très présents et que toutes les entreprises communiquaient d'une manière ou d'une autre sur les engagements qu'elles avaient. Donc je me disais, je comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Ici, on a beaucoup de clients, de personnes qui vont avoir envie à un moment donné de consommer dans des entreprises qui font des choses et qui font des choses pour le plus grand nombre. Donc voilà, juste je pensais que ça allait arriver. Dans Charity, donc on parlait de différents sujets, donc ce que je disais, d'engagement, donc qui soit en faveur de l'éducation, recherche sur des maladies, et puis on avait un fort sujet sur l'empowerment des femmes, où on mettait en avant déjà des femmes. Tu sentais que... Voilà, et on participait, on a regardé, là, ça va faire 10 ans qu'on est partenaire au Women's Forum. Ouais. Donc voilà, on avait déjà une rubrique qui était alimentée sur ce sujet, sur l'empowerment au féminin. Et puis, au moment où les podcasts se sont lancés, il y a 3-4 ans, où ça a vraiment explosé, je me suis dit, je vais lancer un podcast depuis la marque Charity,
qui s'appellera The Women's Voices. Et donc, ça sera, voilà, la rubrique, mais en façon podcast. Et là, pour le coup, le timing était super bon. Là, tout le monde a envie de prendre la parole. Là, les marques aussi et les entreprises sont prêtes. Sentent le bon coup. Et puis, ont envie aussi de participer, ont besoin de mettre en avant des femmes, ont besoin de rechercher des talents féminins dans des métiers qui sont, par exemple, des métiers en tension, la tech, la technique, etc. Il y a plein de besoins. Les femmes ont évidemment besoin de s'exprimer pour pouvoir atteindre un certain nombre de postes, mais aussi dans l'entrepreneuriat, puisque c'est un sujet que vous traitez beaucoup ici. Évidemment que si on ne peut pas prendre la parole, on ne peut pas dire ce qu'on fait, on ne peut pas parler de ses produits, de ses services, on ne risque pas de vendre quelque chose. Donc, il faut à un moment donné être présente. Et puis après, on va en reparler, mais il y a aussi une question très politique, c'est que tant qu'on n'est pas présent dans la sphère publique, on ne peut pas être représenté, nos idées ne peuvent pas être représentées. Et évidemment, c'est encore malheureusement le cas dans beaucoup de pays, et y compris en France. Y compris en France en 2024. Et comment alors tu passes du podcast à lancer vraiment ce média? Donc Charity n'existe plus aujourd'hui? Alors Charity existe encore. Du coup, on va transformer le modèle parce qu'on s'est dit, voilà, on a en fait ce que j'ai décidé de faire, c'était de séparer The Women's Voices de Charity lorsque ça a vraiment décollé. D'abord parce que lorsqu'on a un nouveau média, aujourd'hui, il y a des aides qu'il n'y avait pas il y a 14 ans. Vous le savez, il y a le ministère de la Culture qui accompagne. Ouais, c'est ça. Donc on a eu bourse à l'émergence. Exactement. On a eu cette bourse à l'émergence. On a eu la bourse du FSDP, Fonds stratégique pour le développement de la presse. Parce que c'est un média d'information politique générale. C'est ça. Donc on a ce label qui est le plus haut label de la presse, un IPG. Donc il y a plusieurs labels, IPG, 39 BISA, etc. Donc là, on a le label IPG jusqu'à 2028. Donc on est assez content de ça. Donc en effet, information politique et générale, ça veut dire qu'on respecte un certain nombre de chartes et d'éditoriales assez de sujets qui sont traités, etc. pour répondre à ces besoins. Donc le lancer, donner une nouvelle dynamique, c'était important. Et puis un focus qui soit exclusivement sur les femmes et non pas que sur les femmes et l'engagement, parce qu'on peut être une femme dans le business et pas forcément être engagée dans le terme solidarité, associatif, etc. Et donc du coup... Ça peut être juste des réussites, des beaux profils, etc. C'est quoi la ligne éditoriale de The Women's Voices ? Alors nous, on parle de plusieurs sujets. On a tout un volet qui est du hard news. Donc malheureusement, on a toutes les semaines quasiment des sujets autour des violences sexuelles, etc., qui apparaissent dans les grands médias que vous avez suivis, etc. Donc ça, malheureusement, et Judith Godrèche et des révélations malheureusement, comme ça, cette rubrique-là, on en a tout le temps. On peut même quasiment pas toutes les traiter, tellement il y en a. Pour être honnête, j'ai pas assez d'équipe pour le faire. Donc on a cette partie. On a une partie aussi à l'international, aussi où on regarde ce qui se passe à l'international sur la place des femmes. Donc ça peut être bien sûr en politique, mais aussi dans le business, etc. On a un volet qui est un volet les pionnières. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est une vraie transformation cette année et qui va continuer à l'être. Alors, les pionnières, c'est quoi ? C'est lorsque, pour la première fois, une femme prend un poste. Donc, quelle que soit l'industrie, quand c'est une première, quoi. Donc là, par exemple, Ketanji Brown Jackson, qui est la première femme noire à la Cour suprême aux États-Unis. Vous vous souvenez que Aurore Berger était la première présidente de groupe à l'Assemblée. Sophie Binet, par exemple, secrétaire générale à la CGT. Ou encore l'amiral Lisa Franchetti, la première à diriger l'US Navy aux États-Unis. Donc ça, ce qui n'est pas rien, ça. Voilà, exactement. Donc on a plein de sujets comme ça où on va découvrir des femmes qui n'avaient jamais exercé ces postes-là. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Après, on a une rubrique business, où là, on aura l'occasion d'en reparler, mais on met en avant un certain nombre de femmes qui font partie de notre communauté, de notre communauté 5000 Voices, ou alors qui font partie aussi du Hot News, pour X raisons. Une femme est nommée à la direction du CAC 40, évidemment qu'on va en parler. On a tout un sujet qui est un sujet culturel. Là, il y a aussi beaucoup de progrès à faire sur la représentativité des femmes dans le cinéma, dans les arts, etc. Donc là aussi, on a cette rubrique qu'on alimente régulièrement et on a vu qu'il y a encore beaucoup de
peut-être de subventions pour les femmes à obtenir sur certaines réalisations. Vous avez vu que en ce moment, on demande un petit peu des comptes au ministère de la Culture pour savoir si les femmes sont aussi accompagnées que les hommes. Tout à l'heure, j'ai pas vu ça. On parlait du ministère de la Culture qui accompagne la presse. Bon, ouais. Vous disiez tout à l'heure, vous recevez des femmes, mais peut-être pas de façon équitable, mais parce qu'il y a sans doute pas énormément de patronnes de presse. Ouais, j'en ai reçu, mais c'est vrai que je me bats pour en avoir et je sais pas si je suis allé à l'équilibre, l'équité entre hommes et femmes. On n'est pas très loin, mais c'est quand même dur. Parce qu'il y a moins de femmes qui dirigent des médias, donc clairement, si voilà, c'est que les grands patrons ou patronnes de presse, effectivement, là, ce serait du 95% d'hommes, hein, qu'on soit clair, quoi. C'est assez compliqué, et donc on a cette volonté de pousser tous les sujets culturels, donc là évidemment médiatiques, mais pour nous l'ensemble de la culture. Ouais. Donc voilà, ça nous fait une ligne éditoriale. On a toutes ces rubriques que on suit. Ça fait déjà beaucoup de travail. Au début, on se demandait si on aurait de quoi les remplir. Assez de matière. Sur le hot news, en tout cas, on déborde. En fait, la réalité, c'est qu'on peut même pas tout suivre. Et voilà, on fait des choix qui sont des choix éditoriaux en fonction aussi de ce qu'on a commencé à suivre, des partenariats, par exemple, qu'on a pu nouer. Donc, on va être plus sur certaines, par exemple, compétitions sportives parce qu'on les aura suivies ou certains événements culturels parce que, par exemple, on y aura participé aussi en tant que partenaire média, enfin, ce genre de choses. Ouais. Et j'ai vu, il y a quand même un fil rouge politique / institutionnel, hein. Quand on va sur le site, il y a des entretiens. Donc, tu as cité la ministre Aurore Bergé. J'ai vu la nomination de Nadia Calviño, ministre de l'économie espagnole, à la Banque européenne d'investissement. Est-ce que c'est important de mettre en avant justement ce monde politique, de donner la parole à des femmes politiques, plus important que d'autres secteurs ou c'est si. Alors, c'est essentiel. On se rend pas bien compte à quel point ça l'est parce que encore aujourd'hui, les chiffres à peu près en France sont pas mauvais par rapport à d'autres pays, mais on est à 36-37% à peu près de sénatrices et députées femmes. Donc, on n'est pas encore à l'équité. Je rappelle que nous, on est 52%, donc on devrait même être un peu plus que les hommes, un peu plus, mais là, on est encore en deçà. Donc, les chiffres s'améliore d'année en année, mais quand vous regardez par exemple les chiffres, le pourcentage sur les maires, on est un petit peu moins de 20%. Pareil pour certaines présidentes de communautés, etc. Et donc là, on a vraiment une nécessité de promouvoir des femmes. Et alors le sujet, c'est pas juste parce que c'est une question d'équité sociale et parce que les femmes doivent être représentées de la même manière que les hommes. C'est aussi parce que vous avez... quand on apporte quelque chose de différent, on va avoir une meilleure compréhension des enjeux. Et c'est aussi pour ça que c'est important que les femmes soient autant représentées dans la sphère publique parce qu'elles vont apporter un certain nombre de notions, de compréhension, de clés de lecture aussi qu'on n'avait pas. Vous doutez bien que lorsqu'il n'y avait pas une seule femme qui prenait la parole, on ne parlait pas de sexisme, on ne parlait pas de harcèlement, on ne parlait pas de viol conjugal, etc. Il a fallu à un moment donné que les femmes puissent prendre la parole, y compris sur des sujets qui deviennent politiques et qu'on ne dise pas « Ah ben non, mais ça c'est de la sphère privée, donc ça ne regarde pas la sphère politique », parce qu'on va apporter différentes valeurs, différents types aussi de leadership, de processus de décision qui vont être assez différents. Donc, c'est pas juste parce que il faut le faire parce que c'était pas le cas. C'est aussi parce qu'on apporte, je pense, sincèrement quelque chose dans les discussions. Et on peut en reparler, mais il y a évidemment plein de sujets qui ont été d'abord ceux des femmes. Donc, bien sûr, la question des droits des femmes. On vient de voir que la liberté d'avorter était dans la Constitution. Bien sûr, ça a été porté par différentes femmes de différents bords politiques. Ouais. Voilà. Donc, des sujets qui sont question des droits des femmes. Bien sûr, la question de l'éducation a été beaucoup portée par les femmes. Des questions de santé, mais petit à petit, il faut aussi qu'on accède aux fonctions régaliennes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Même en France, on a eu une première ministre pendant un temps qui était assez court, là, récemment, 1 an et demi. Ouais. Et la fois précédente, c'était encore plus court. Voilà, donc sur les 65 dernières années de la Ve République, on a eu 2 ans et demi de femmes à Matignon, donc ça reste quand même assez faible. On n'a jamais eu de présidente encore. Et donc, il y a beaucoup de sujets
qu'on va pouvoir aussi suivre, pousser, mais mettre pousser. en avant. Et là, je pense par exemple à des sujets qui sont assez essentiels, des sujets par exemple sur la diplomatie féministe, des sujets autour de la paix, etc. Parce que lorsque vous n'avez pas de femmes aux tables des négociations, évidemment, on a encore uniquement des hommes qui travaillent sur des questions qu'ils ont intégrées depuis des années, mais qui vont pas avoir une approche qui soit très différente. Ce qui est le cas, on le sait, en l'occurrence sur les discussions sur les processus de paix, etc. Aujourd'hui, on serait quand même bien inspiré d'intégrer des femmes lors de Je pense que ce serait plus discussions. efficace dans des discussions autour de processus de paix. Lorsque on voit les chiffres, il y a un super bouquin de Lucille Pétavin qui s'appelle « Le coût de la virilité », qui a de façon vraiment simple calculé en fait combien coûtait l'administration pénitentiaire, la justice, etc. Sur ces chiffres-là, ça concerne en fait 97 quasiment % d'hommes. Donc ça veut dire que les prisons sont occupées d'hommes. Voilà, exactement. Donc le coût de l'administration de toutes les prisons en France, ça concerne les hommes. Mais qui ensuite s'en occupe ? La police, la justice, et puis il y a toutes les conséquences. Ouais. C'est-à-dire les coûts dans les hôpitaux, les traitements médicaux. Enfin, donc elle a chiffré ça, et c'est considérable. On parle de plusieurs dizaines de milliards. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas mon objet d'étude, mais visiblement les femmes ont quand même une tendance à la pacification qui semble assez évidente lorsqu'on regarde ces chiffres. Donc on pourrait peut-être être assez inspiré de se dire que vu le type de conflit dans lesquels on est à l'international, on pourrait essayer d'avoir plus de femmes. Peut-être que ça apporterait quelque chose à la table, et en tout cas, on est nombreuses à le souhaiter. Donc, il n'y a pas aussi que les questions d'éducation, de santé, etc. Non, tu dis, ça doit sortir Exactement. pour pas être justement dans les trucs clichés qui se disent, ah bon, là, ok, c'est l'éducation des enfants, ça peut concerner les femmes. Non, ça peut être aussi dans des choses, comme tu l'as dit, régaliennes du système, la guerre, etc. Ou plutôt la paix, en l'occurrence. En l'occurrence. ce serait mieux. Si je reviens sur le média en lui-même, The Women's Voices, quelle place tu aimerais prendre et comment tu compares avec d'autres médias féministes plus militants? On a reçu La Déferlante, il y a un certain nombre de médias. A priori, enfin, vous, c'est quand même moins un positionnement militant, ou je sais pas comment est-ce que tu compares, en tout cas peut-être positionne plutôt que comparer, c'est un peu mieux. Alors, en effet, il y a des médias qui sont plus militants. Il y a aussi des associations qui sont très militantes et je les respecte énormément parce qu'il faut quand même le rappeler, même si de temps en temps, les pauvres se font traiter d'hystériques, il faut quand même le dire. Oui. Elles se font insulter sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mon cas. Il faut quand même rappeler que tous les combats des femmes ont été gagnés par des femmes qui se battaient de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est ça qui fait avancer les choses. Les droits de vote, etc. Ça a été, par exemple, en Angleterre, plus de 100 ans avant d'obtenir les droits de vote. Elles ont commencé, Emmeline Pankhurst, avec la WSPU, etc., dans une dynamique qui était de réclamer ce qui était normalement un droit, de pouvoir voter, de s'exprimer, etc. Puis c'est rien passé pendant des décennies, donc elles sont venues ensuite à faire des manifestations beaucoup plus hostiles, des grèves de la faim, etc. Donc j'ai quand même un respect énorme pour ces femmes qui bougent de cette manière-là, parce que si elles le font pas, en fait, ça fait pas bouger les lignes. Mais il y a aussi besoin, et moi je me positionne plutôt dans ce cas-là, de personnes qui soient capables d'aller parler de façon assez sereine avec des dirigeants politiques, des dirigeants d'entreprise, parce qu'il y a aussi toute cette zone, toutes ces personnes qui n'ont pas tant conscience de ça, des inégalités femmes-hommes, et des hommes qui sont pas contre les femmes. Ils sont pas forcément tous des masculinistes contre les femmes, etc. Mais il y en a plein qui ont juste pas conscience. Et lorsque vous discutez 10 minutes avec eux et que vous leur racontez en fait ce que c'est que d'être une femme, d'être harcelée dans le métro, et qu'il n'y a pas une femme en fait en France qui n'a pas subi, par exemple, d'être suivie dans le métro, etc., ils se rendent compte, et là ils se disent oui, c'est vrai, en fait j'ai pas envie que ça arrive à ma sœur, à ma femme, à ma fille, même à ma mère, etc. Et donc vous arrivez à embarquer en fait cette majorité silencieuse.
de façon plus sereine. Donc moi, j'ai cette approche-là en me disant, on a encore beaucoup de travail à faire avec un certain nombre d'hommes sur la question de l'égalité femmes-hommes, sans que ça soit qu'ils le ressentent contre eux, parce que aussi il y a un vrai sujet de se dire, mais attendez, moi j'ai peur de voir une femme dans un ascenseur, de laisser la porte fermée dans mon bureau, etc. Et donc il faut quand même leur expliquer que ça n'arrive pas. Il n'y a pas des hordes d'hommes qui croupissent en prison parce qu'ils auraient été accusés à tort de violences sexuelles. Ouais. Ça n'existe pas. Même celles qui ont été violées, lorsqu'elles osent porter plainte, il n'y a que 1% des condamnations qui sont réellement effectuées. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas, nous, femmes, aller porter plainte contre des hommes. On n'a rien à gagner financièrement, je le dis et je le redis, on n'a rien à gagner. On n'est pas aux États-Unis. Ça ne se solde jamais par un chèque. Si elles récupèrent le maximum, c'est 3 000 € de frais d'avocat alors qu'elles en ont dépensé 15 000 pendant 2 ans et qu'elles sont blacklistées dans toutes les sociétés où elles vont aller, c'est pas un bon calcul. Voilà, c'est sûr que c'est pas un bon calcul. Donc, faut juste rassurer les hommes une fois que vous leur dites, voilà, je vous vois sourire. Bon, je sais pas si vous aviez déjà entendu ces phrases-là, mais vous pourrez leur répéter ce que je viens de vous dire, parce qu'une fois que vous l'avez dit, bon, la majorité des hommes, ils sont quand même intelligents, ils disent, ah oui, ok, c'est vrai, bon, bah alors je risque rien, en fait. Ouais. Voilà. Ok. Je comprends. Et donc, c'est quelque part un peu le trait d'union entre ces hommes, ces entreprises, là aussi dont tu parles, et ces médias plus militants qui ont peut-être du mal à se parler. En tout cas, toi, ce côté média traditionnel à la base, ta connaissance du monde de l'entreprise, ça permet justement, c'est une case un petit peu différente, mais de faire un peu ce trait d'union. Absolument. Et il y a aussi un grand sujet, on va y venir, mais il y a aussi le besoin pour un certain nombre de femmes d'être plus présentes dans la sphère médiatique, parce qu'elles portent des sujets qui sont pas des sujets des droits des femmes, qui sont des sujets de leur propre expertise. Donc elles vont être expertes en assurance, elles vont être expertes en droit parce que elles sont avocates et qu'elles suivent des sujets financiers. Elles vont être expertes dans les transports, expertes dans l'énergie, des sportives, dans le monde de la culture. Là, il n'y a pas du tout de sujet militant, mais juste elles sont pas visibles. On les entend pas du tout. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est d'être beaucoup plus présentes dans les médias. On leur propose de prendre la parole, on les accompagne, etc. Et donc ça, c'est un autre sujet qui est très important, c'est que on voit beaucoup plus de femmes. Alors on le sait, les expertes sur les plateaux télé, il y a une progression. La progression, elle est intéressante, mais elle n'est pas encore optimale. Il faut être très honnête. D'abord parce que on mesure le nombre d'hommes. C'est peut-être valable aussi chez les hommes. Hein. Le nombre d'hommes versus le nombre de femmes, mais on ne sait pas le nombre de femmes. C'est-à-dire que sur une année, est-ce que c'est pas la même qu'on a vue toute l'année sur tel sujet, sur la Russie ou sur Israël, etc. Donc, est-ce qu'on va la voir 500 fois dans l'année ? C'est pas la même chose que d'en voir 500. Et donc, nous, notre idée, c'est vraiment de se dire, il faut que on voit des femmes qui soient complètement différentes, qu'on entende ce qu'elles ont à dire. Et qu'elles puissent porter leur sujet et leur expertise publiquement, parce qu'elles ont quelque chose à apporter au débat public, et ça, c'est très important pour moi. Et concrètement, ça passe par quoi ? Alors, concrètement, on a développé un programme qui s'appelle 5000 Voices. C'est le programme dont je parlais au début, qui est soutenu par le ministère de la Culture, le FSDP. Grâce à ce programme, on est aussi lauréat de Google News Initiative en 2023, pardon. Et donc là, l'idée, c'est de proposer jusqu'à 5000 femmes qu'elles nous rejoignent, qu'elles rejoignent en fait notre communauté. Et elles vont avoir, on a développé un outil tech assez fort, on va dire, puisqu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. C'est évidemment pas moi qui l'ai fait, mais une équipe de développeurs, puisque je ne pouvais pas, vous vous en doutez, même si j'avais une équipe qui se renforçait, faire 5000 interviews. Ça demanderait quand même énormément... je vois le travail que c'est énormément de journalistes. Donc, on a développé un outil, en fait, où on a des questions qui sont... prédéterminées, elles peuvent choisir dans une trentaine de questions pour recréer une interview en fait qui corresponde vraiment à ce qu'elles ont envie de dire. Donc, est-ce qu'elles ont envie de partager des choses plus perso, des choses plus pro, c'est texte, c'est audio, c'est vidéo, c'est... Alors ça, d'abord, c'est sur notre site. Donc ça, c'est texte. Ça, c'est une partie. Donc, elles vont avoir cette interview qu'elles vont pouvoir recréer elles-mêmes. Et à partir de cette plateforme, elles vont aussi pouvoir partager, quand elles le souhaitent,
une expertise sur un de leurs sujets. Donc, vous avez des femmes qui régulièrement prennent la parole parce qu'elles voient quelque chose dans l'actu et qu'elles ont envie de le commenter parce que c'est leur sujet, elles le connaissent bien, etc. Et puis pour elles, c'est un moyen de montrer leurs compétences. Alors, il y a 1000 raisons pour lesquelles on a envie de montrer sa compétence. On veut garder son poste, on veut avoir un poste au-dessus, on veut changer d'entreprise, on veut booster son salaire. Enfin, il y a 1000 raisons pour lesquelles on a besoin d'être plus présent dans les médias. Et c'est difficile de le faire parce que, par exemple, vous avez des choses intéressantes à dire, mais la thématique est pas forcément dans le hot news. Ouais. Donc, on va pas venir vous chercher. Déjà, les femmes, on vient rarement les chercher. Mais alors, sur un sujet qui est pas chaud. Voilà, exactement. Par exemple, je pense à une collègue avec qui je travaillais il y a quelques années, avant le Covid, chercheur. On enseignait ensemble dans le même établissement supérieur. Et elle, son travail, c'était sur le télétravail. Ok. Donc, voilà, un sujet hyper pointu. Autant vous dire que personne la faisait venir sur des plateaux pour parler de télétravail parce qu'avant le Covid, ça n'intéressait. Oui, voilà. Pendant le Covid, je pense que c'est un peu cartonné. Et puis depuis, évidemment, elle est très présente, etc. Sauf que ce qu'elle avait déjà identifié, c'est qu'est-ce que ça pourrait changer, etc. Elle aurait pu en parler il y a des années, en vérité. Ouais. On aurait pu déjà avoir ce sujet bien avant qu'on soit obligé on n'était pas prêts. On n'était pas prêts, mais parce qu'on n'a pas entendu aussi des arguments de femmes expertes qui connaissaient ces sujets. Donc, on peut aussi avoir des expertises qui soient assez fines sur des sujets, avoir envie de les partager. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'avec cette communauté, en fait, régulièrement, on fait des ateliers. Parce que comme vous l'avez précisé, j'ai une casquette qui est média, mais aussi académique. Et la partie académique, moi, c'est un doctorat en sciences de gestion. Donc, j'ai fait mon doctorat sur le mécénat, mais ça rentre dans une catégorie qui est du marketing responsable. Donc, j'enseigne ces sujets. Et donc, j'accompagne les femmes sur de la prise de parole, du positionnement, etc., pour renforcer aussi... Une sorte de coaching. Alors, c'est pas tant du coaching encore, parce qu'il faut peut-être 15 séances pour faire du coaching. Ouais. Là, on est plus sur des ateliers où je les aide sur de la prise de parole en public, sur du personal branding, etc. Puisque moi, j'ai fait mon doctorat dans une chaire qui s'appelle Marque et Valeurs, avec la directrice de la marque en France, qui dirige Paris 1, qui s'appelle Géraldine Michel. Je t'embrasse. Voilà, parce qu'elle est très, très brillante chercheuse sur ce sujet. Et donc, l'adapter aussi à du personal branding pour des femmes, je trouvais ça assez intéressant, donc de les aider, de les pousser là-dessus. Et puis, on se rassemble, on fait aussi des événements. On a fait, là, en janvier, une soirée sur la lutte contre le sexisme, où un certain nombre d'entre elles étaient présentes. Donc, c'est une communauté, c'est les pousser, on essaye de s'entraider aussi. Donc, ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et l'idée, c'est pouvoir avoir des femmes qui viennent de tous les horizons. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, une franco-mexicaine qui connaît pas bien déjà le monde de l'entrepreneuriat, qui s'est lancée, mais qui a passé 25 ans au Mexique. Elle sait pas du tout comment s'y prendre. Elle est pas le réseau, hyper contente de rejoindre la communauté parce que du coup... ça lui permet évidemment d'avoir un réseau, de pousser ses sujets, etc. Une autre qui vient du Gabon. Enfin, voilà, on a aussi des femmes qui viennent de province parce que aussi quand on est en province, déjà quand on est à Paris, c'est difficile d'avoir un micro devant soi. Mais alors quand on est en province, il existe même pas de micro, quoi. Ouais, c'est clair. C'est mort. Donc voilà, on a des profils qui sont très différents et donc ça c'est très riche. Toutes les femmes peuvent le faire. T'en es à combien sur les 5000 ? On en est à 280, presque un peu plus de 300. Je crois. Il faut que je check. Il reste de la place. Ouais, et c'est alors ouvert on les ouvre. Tout le alors monde. on les ouvre pas tout le temps. En fait, on les ouvre par lot, on va dire de 20 places, 20 ou 30 places, parce que il faut qu'on puisse nous les gérer derrière avec les ateliers, les rencontrer. Moi, je leur parle à toutes. À toutes. Ouais, évidemment. L'idée, c'est vraiment qu'elles puissent aussi avancer sur leur cheminement. On a différents types de formules. Donc il y a ce que je te disais tout à l'heure là sur la partie écrite. C'est payant, il y a plusieurs degrés. C'est ça, exactement. Ça et démarre puis après, à quelques centaines d'euros. Voilà, c'est ça, 500 €. Et après, on a des formules où il y a un accompagnement qui est plus suivi, avec des podcasts, d'autres avec des vidéos, où là, on a des médias training avec d'autres journalistes externes qui font partie de très grands médias, etc. Selon, en gros, le niveau d'accompagnement qu'elles ont besoin, en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça que...
on travaille et puis c'est assez intéressant parce qu'on voit des profils qui bougent, certaines on les voit dans les médias, etc. Donc l'initiative a été lancée il y a 1 an. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'on a des femmes qui s'inscrivent à titre individuel, mais on a aussi des entreprises qui sont des entreprises partenaires de ce programme 5000 Voices. Et là, elles inscrivent en fait plusieurs femmes, 5, 10, 20, 30, selon en fait ce qu'elles ont besoin. Alors pour X raisons, ça peut être des raisons qui sont très différentes. Par exemple, elles ont besoin de montrer un certain nombre de femmes dans des métiers où il y en a pas. Des métiers en tension, métiers techniques. Là, on a un groupe qui nous rejoint, c'est Transdev, mais on avait déjà Veolia, donc métiers de l'eau, de l'environnement, etc. Tu penses pas spontanément à des Évidemment femmes, qu'ils ont besoin d'avoir des femmes qui sont réellement des rôles modèles. On a eu des femmes hyper intéressantes qui dirigeaient des usines, etc., qu'on entendrait, mais c'est sûr, nulle part ailleurs. Des femmes dans l'énergie, on a Engie aussi. Enfin, on a beaucoup de marques qui nous rejoignent dans la finance aussi, c'est important. Mastercard, donc pas mal d'entreprises. Aurel BGC, alors ça c'est de la finance de marché, c'est hyper pointu, ils n'ont pas assez de traders femmes, donc là aussi l'idée c'est de les accompagner sur ces sujets-là. Et puis on fait des choses un peu on va dire à la carte avec eux, on organise des événements, des conférences, pas mal de choses comme ça. Et pour elles, donc les entreprises, c'est l'occasion de mettre en avant ce qu'elles font, d'inspirer d'autres femmes et donc d'avoir un vivier de recrutement plus important. Alors, vivier de recrutement, garder aussi les talents, parce que c'est un vrai sujet. Au bout d'un moment, il y a des femmes qui ont l'impression qu'elles sont pas reconnues et elles peuvent tourner les talons. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle la rétention de talents. Donc, il y a bien sûr un enjeu de recrutement. Il y a forcément des enjeux qui sont des enjeux de RSE, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir promouvoir des femmes à certains postes à responsabilité. Donc, il va falloir aussi leur avoir donné suffisamment confiance. Donc, ça fait partie aussi de ces ateliers. De leur expliquer qu'on peut avoir un leadership qui soit bienveillant et que si on vous propose un poste au-dessus, vous ne seriez pas obligé de copier le méchant monsieur qui avait une façon de diriger hyper dure et que vous pourrez imposer votre propre type de management qui sera bienveillant, qui prendra en compte un certain nombre de sujets, dont ne pas mettre des réunions à 19h, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles les entreprises peuvent avoir envie de nous rejoindre. D'accord, donc là c'est ouvert, tu dis quasiment 300 voix, donc et recruter là comme ça dans les prochaines années, faire grossir la communauté. Quand il y en aura 5000, tu pourras plus leur parler à toutes. Ce sera compliqué au bout d'un moment. Je pense que d'abord il y en a certaines qui vont rester, parce qu'il y en a certaines qui restent déjà. Voilà, donc tu peux. Il y en a certaines que je pense que j'aurais vu de nombreuses fois. Il y en a certaines que je vois par dizaines en atelier aussi. Donc par exemple celles qui sont dans des entreprises, je les vois. Elles sont un groupe, donc ça c'est aussi sympa. Après je leur parle pas quotidiennement non plus, mais aussi c'est. Vous avez un groupe WhatsApp Non, on n'a pas de groupe WhatsApp, mais. Je pense que parce que c'est quelque chose qui marche bien et je pense que dans une communauté comme ça un peu engagée, ça peut être sympa. Alors on pense à le faire, mais il y a aussi la question, on va dire confidentialité pour certaines entreprises, parce que il y a beaucoup de dirigeantes aussi, donc qui souhaitent pas forcément que leur nom et téléphone soient divulgués. Il y a aussi des questions. Nous on va ouvrir, ça c'est une révélation là en anglais. Bravo. Parce que évidemment avec ce nom-là, il y avait tout de suite la volonté, bien sûr, The Women's Voices, d'avoir un .com et pas juste un .fr. Donc là, c'était une demande claire de nos marques qui sont partenaires, parce que lorsque on a un grand groupe à l'international, bien sûr, le groupe Accor, ils ont envie de mettre en avant un certain nombre de leurs talents qui sont en France, mais des talents, en vérité, il y en a dans le monde entier. Il y a des parcours super intéressants de femmes qui dirigent des hôtels dans des pays, par exemple, des pays arabes où ils ont besoin d'asseoir, vous vous en doutez bien, leur autorité pour pouvoir développer leur activité, leur business hôtelier, etc. Donc là, c'était normal de répondre aussi à ces demandes, et donc on est ravis de le lancer cette année. Sortir l'édition anglaise, quoi. Ça s'arrête jamais. Et c'est quoi les prochains projets ou défis? Donc là, c'en est un, donc bravo, mais parce que j'imagine, enfin tu vois là, moi je suis aussi entrepreneur et je me dis que il y a un boulevard sur de l'accompagnement, du coaching, les entreprises, etc. Organiser, même aller en interne des séminaires, il y a plein de choses à faire, quoi. T'as un peu des idées des prochains projets que tu voudrais mener?
Ouais, alors déjà, là, ça va être sûr qu'on va mettre un gros focus sur l'international, puisque du coup, on a quand même bien déterminé quel était le besoin et comment y répondre. Donc, on sait que, voilà, à la fois à titre individuel et pour les entreprises, ce projet 5000 Voices qu'on a mis du temps à développer, eh bien, on va pouvoir l'activer aussi à l'international avec voilà ces interviews en anglais. Et puis, ça va être très riche. Il y a aussi des challenges qui sont très différents selon les pays. À minima, aller plus trouver des partenaires, etc. en Angleterre, aux États-Unis, enfin dans les pays évidemment anglo-saxons. Mais il y a aussi d'autres pays qui aiment bien avoir de la visibilité sur l'international et dans des sites où on parle anglais. Donc voilà, on est assez ouvert sur ces sujets-là. On va renforcer aussi beaucoup le sujet politique parce que malheureusement, on se rend compte que lorsque les femmes sont sous-représentées, les choses peuvent changer très rapidement. Donc on est très vigilant là-dessus. Ça ricoche dans la société. C'est ça. On est très vigilant là-dessus. Et puis il y a quand même des enjeux que les femmes soient présentes sur l'environnement. Voilà, le sujet femmes et environnement est très très important. On a un partenaire qui est la Fondation Raja, qui accompagne beaucoup de femmes et qui travaille justement sur la place des femmes dans le développement durable et à quel point c'est nécessaire d'aller sur ces sujets-là. Donc, c'est des sujets qu'on regarde beaucoup. Voilà, donc on reste bien sûr en accompagnement naturellement sur un certain nombre d'entreprises qui ont besoin d'accélérer ces sujets. Je parlais tout à l'heure encore avec des marques où il y a majoritairement des hommes. Certains savent pas comment prendre le sujet en fait. Donc, eux, ils peuvent aussi, aussi les coacher. J'imagine qu'il y a aussi des choses à faire. Exactement. D'accompagnement, des dirigeants, des boards, etc. Écoute, donc pas mal de défis, pas mal de projets. Absolument. Tu vas pas t'ennuyer en 2024. Et donc, en ce jour de lutte féministe, est-ce que tu as un truc cool à nous partager qui est un peu le gimmick pour terminer cet épisode, alors qui peut être sur tes sujets de prédilection ou pas, ce que tu veux. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Alors moi, j'étais très, évidemment, comme tout le monde, très heureuse de voir que l'avortement est entré dans la Constitution. Et j'ai adoré cette image de Yael Braun-Pivet, qui est quand même la première femme, parce qu'on parlait des pionnières tout à l'heure, première femme à la tête de l'Assemblée, qui s'est retrouvée pour la première fois à la tête du Congrès. Et vous avez peut-être vu cette photo magnifique où elle arrive, il y a tous les gardes, etc. Je trouve que c'est une image extrêmement forte, extrêmement puissante de ce qu'une femme en politique peut être. Donc j'aimerais bien que ça soit un symbole et peut-être une représentation pour des jeunes femmes qui voudraient se lancer dans ces sujets politiques, de savoir qu'un jour on peut atteindre ce niveau de responsabilité en France. Eh ben écoute, je mettrai un lien vers la photo. Ouais. Tu vois, qu'on puisse voir ça, effectivement, c'est très chouette. Et j'étais un peu fier quand même de la France, tu vois, de voir les titres de pas mal de médias étrangers. Voilà, l'actualité est pas très drôle en ce moment, d'une manière générale. Donc voir ce petit truc un peu positif, j'ai trouvé que voilà, c'était pas mal. Donc c'est effectivement un truc cool de cette semaine à partager. Merci beaucoup Cynthia pour ton temps, merci et bravo pour ce projet. Je mettrai tous les liens qu'on a évoqués dans les notes de l'épisode, mais vous pouvez aller voir taper dans Google The Women's Voices ou 5000 Voices, le hashtag qui représente un peu ce mouvement, cette communauté que vous pouvez rejoindre. Donc merci pour ton temps, bravo pour tout ça et à bientôt. Merci, à bientôt. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.